TimeTool After Work. Der Business Talk wird präsentiert von TimeTool, die innovative Schweizer Online-Zeiterfassung für alle Branchen und Betriebsgrössen. Des grands magasins Bouldoir à Alabama. La famille Bouldoir fait du commerce à Bienne depuis 4 générations. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Bouldoir, gérant et copropriétaire d'Alabama, pour parler d'une véritable saga de famille. Julien Bouldoir, bienvenue. Bonjour. On pourrait faire une série Netflix, je me disais, sur les Bouldoirs. Vous en pensez quoi? Ça pourrait être assez marrant, ouais, y a pas mal de choses à dire. Ouais. Pas mal de choses. Et on pourrait commencer par le commencement, au début du XXe siècle, avec Jean, un Français, qui vend des articles de mercerie française en Suisse et en Allemagne. Et c'est à Bienne qu'il va rencontrer votre arrière-grand-mère, puisque Jean sert votre arrière-grand-père. Et il va créer en 1909 un magasin qui deviendra les grands magasins Bouldoir. C'était une véritable institution dans la région. Oui, ben justement, il est venu en 1909. Il avait une petite boutique à la rue Basse. Il a marié une Biennoise. Et puis, il est resté là. Et puis, au fur et à mesure, les magasins, il a un peu déménagé, mais c'est venu toujours plus près de la rue de Nido. Et puis, en 1918, il a acheté il a créé les grands magasins Bouldoir qui se trouvent là où il y a l'Eube actuellement. Alors, votre vie, au final, vous êtes maintenant copropriétaire d'Alabama, justement. Elle est quand même fortement orientée par ce grand-père. Vous ne seriez pas là aujourd'hui. Ah non, alors ça, c'est clair qu'on ne serait pas là. C'est clair que toute la famille, ça a toujours été un peu une famille qui est restée dans le commerce, on va dire, dans la vente. Et puis mon père, enfin mon grand-père, mon père, enfin mes parents, on va dire, toujours là. Et maintenant, mon frère et moi. La 4e génération, ouais. Et peut-être la 5e, on en parlera après, s'il y a une possibilité ou non. Un autre protagoniste de cette série Netflix, ça serait votre papa qui va créer en 1974 la boutique Alabama, que vous dirigez justement aujourd'hui avec votre frère. Vous vendez des habits, des accessoires, des articles de décoration notamment. On a bien entendu ici l'image à la rue centrale de la boutique. Ça fait un quart de siècle et même un peu plus que vous êtes là, chez Alabama. Alors, qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce que vous aimez vraiment dans votre métier? Alors, ce que j'aimais à la base, c'était le contact avec les gens et puis bien sûr d'être un peu dans cet univers de mode, pas l'univers de mode Gucci, Prada, mais l'univers de mode un peu plus sport, comme ça, parce que je faisais du sport. Et ça m'intéressait bien d'être un petit peu à la pointe et de voir qu'est-ce qui allait sortir et les gens, le contact et ce genre de choses, oui. Puis qu'est-ce qui vous fait vraiment kiffer aujourd'hui encore? Qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer? Ouais, ça, on veut tout savoir. C'est les achats, bien sûr. C'est d'aller dans des villes comme Berlin, Copenhague, Paris, Londres, pour aller voir les tendances. Et puis bien sûr, c'est quand même cool parce qu'on est là. Bien sûr, on travaille, on voit toute la tendance, mais le soir, c'est un bon petit resto, on est à l'hôtel, on est tranquille, on profite bien de la vie, on fait des connaissances avec les gens qui font les marques, donc on devient amis avec certaines personnes, on va manger ensemble, donc ça me fait vraiment kiffer. C'est clair que c'est la meilleure part de mon travail. Parce que l'autre partie du job, peut-être les 90%, se passe presque dans cette cave. Oui, alors là, c'est la cave. C'est la grotte. Ah, voilà. Oui, malheureusement, voilà, les bureaux, c'est à la cave, donc je ne vois pas vraiment la lumière du jour. Je ne sais pas s'il pleut, s'il fait beau. Il y a la petite fenêtre, mais voilà, elle est là juste pour me donner le froid en hiver. On dit, parce que ce n'est pas très bien isolé. Oui, c'est du travail, c'est l'ordinateur. Vu que le magasin s'est agrandi au fil des années, moi, je ne suis plus vraiment à la vente. Donc ça me manque quand même un petit peu, je dois dire. Mais voilà, c'est un travail de bureau, de statistiques, de fichiers Excel, de commandes, de réassorts et ce genre de choses-là, quoi. Et alors, tous les matins, vous montez quand même pour amener le café aux collaboratrices. Hein? Alors, ouais. On a une preuve ici à l'image. Vous travaillez avec une douzaine de personnes, avec notamment Julie qui fait les achats avec vous dans ces grandes foires dont vous parliez. Oui. C'est quoi vos critères quand vous allez justement faire ces achats dans les foires?
Alors, nos critères, c'est les critères des deux, en fin de compte. Bon, au fil des temps, on a de toute façon plus ou moins la même vision des choses. Donc, c'est assez rigolo. C'est aussi une anecdote. On voit beaucoup de magasins, ils sont là sur le stand, ils sont à 3, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, ils essaient de commander. Et puis nous, on arrive avec Julie, et puis en 5 minutes, on a fait le tour de la collection, et puis on ne l'a fait pas ensemble, mais on a sorti les mêmes trucs à la fin. Et c'est vraiment... Le critère, c'est clair, le premier critère, ça doit nous plaire. Après, on voit quand même la tendance, on regarde les couleurs qui vont arriver et tout. Mais le premier choix, c'est on n'achète pas quelque chose qui ne nous plaît pas pour finir. Parce que l'Alabama, c'est un style, et c'est le style de la famille. Et ça a toujours été un peu un style justement familial de ce qu'on aime nous. Et on a transporté aux gens qui viennent acheter chez nous. Donc on ne va pas changer ça. Mais en 25 ans, j'imagine que le style a quand même énormément évolué. Les habits, c'est un peu une deuxième peau pour les gens. C'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose, vous pouvez dire aujourd'hui, qui a changé par rapport à quand vous avez commencé il y a 25 ans? Les gens, ils veulent ressembler à quoi aujourd'hui? C'est plus excentrique qu'avant? C'est comment? Alors, c'est clair que quand on a commencé, c'était la vague du skate et du sport. Donc, nous, on était dans le sport. Donc, on vendait des habits, des t-shirts avec des marques de skate. C'était très casual sport, quoi. On a toujours un tout petit peu... On n'est jamais venu dans la high fashion où c'est très glamour parce que je pense qu'Abienne, c'est pas vraiment la base pour ça. Mais ça a changé du point où on a pris quand même des marques qui sont beaucoup plus typées ville, beaucoup moins sport, beaucoup plus élégant quand même, avec un twist de folie toujours un petit peu, quoi. Et puis quand on parle habits, industrie de la mode, on sait que les responsables de 10% des émissions mondiales de CO2, plus que l'ensemble des vols et transports maritimes internationaux, c'est devenu forcément un thème aujourd'hui aussi pour les clients, j'imagine. Comment vous arrivez qu'est-ce que vous faites pour limiter les dégâts, on va dire? Disons, pour finir, on a un magasin d'habits et d'accessoires, donc limiter les dégâts, ce truc qu'on pourrait faire vraiment pour limiter les dégâts, ça serait de fermer le magasin, donc ça, on n'a pas vraiment envie. Donc ce thème-là, on essaye c'est clair que nous, on essaye dans nos marques qu'on choisit d'avoir un contrôle sur qu'est-ce qu'on va vendre, d'où ça vient, comment c'est fait. Jusqu'à un certain point. Après, on ne peut pas tout contrôler. Moi, je peux pas aller là où la marque produit exactement, regarder qui c'est qui fait les choses, quoi. Donc, on se renseigne. Ils ont des labels qui sont plus ou moins corrects ou pas corrects. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, c'est ce qu'on peut faire. Et donc, on essaie quand même d'avoir des choses qui sont assez... des marques qui sont assez écologiques, enfin, qui essayent d'être le plus écologique possible. Après, sans pouvoir avoir un contrôle, comme vous dites, jusqu'à la fin de la chaîne. Comme vous l'avez dit, il faut quand même envoyer les habits en Suisse. Ça peut pas être fabriqué en Suisse. On n'a pas de coton, on n'a pas de quoi faire des habits en Suisse. Donc, de toute façon, la matière première, elle doit venir de quelque part. On va parler un peu de cette grande histoire familiale, saga familiale encore un peu, à commencer par vous, maintenant la dernière génération. Vous êtes papa de 2 filles de 17 ans et 14 ans. Vous avez rencontré votre femme très jeune. Moi, j'aurais adoré avoir un papa qui a un magasin d'habits. Est-ce que vos filles peuvent aller faire leur pêche comme ça, quand elles veulent? Ça, c'est très rigolo, parce qu'en fin de compte, oui, elles peuvent, mais elles ne le font pas souvent. Voilà, parce que à cet âge-là, elles n'ont pas forcément le même goût que ce qu'on a dans le magasin. Okay. Et puis voilà, à 16, 17 ans ou 14 ans, on veut plutôt ressembler à être un petit peu pas trop, plutôt être dans la masse et puis ressembler aux autres. Donc elles ont des habits du magasin, mais c'est pas non plus, elles viennent pas encore le week-end et puis ouais, on se fait du shopping. Ouais. C'est déjà arrivé pour quelques pièces, mais c'est pas non plus. Mais ça va venir, probablement. Je pense que ça va venir, oui. Et tout, ouais. Oui. Vous avez un nom de famille qui rappelle bien entendu justement ces grands magasins Bouldoir. Il y a des nostalgiques encore? Alors oui, il y en a, oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? En général, quand je dis mon nom à une personne plus âgée, c'est en général oui, les grands magasins Bouldoir. Il se rappelle, en général, c'est la première chose qui vient à l'idée, c'est les escaliers en bois qui faisaient du bruit, qui craquaient quand ils montaient, quoi. Et puis les rayons qu'il y avait au premier étage. Ouais. Ça, c'est toujours
la phrase que j'ai quand je dis mon nom, quoi. Et donc les magasins Boule d'Or qui se trouvaient où est situé l'Eube actuellement, donc dans le même bâtiment. On a aussi quelques illustrations, je crois, de l'intérieur. On n'a pas retrouvé de photos par contre, mais quelques illustrations de l'intérieur du magasin, ce à quoi il ressemblait. Il y avait à Noël des shows de trains électriques. Et puis, voilà, là on voit l'illustration justement. C'est le grand escalier en bois qu'on voit au fond, c'était peut-être ça. Et puis il y avait justement ces courses de petites voitures à pédales. On voyait une photo tout à l'heure avec votre grand-papa qui est dessus. Non, c'est mon papa qui est dessus. C'était votre papa qui est dessus, oui, bien sûr, le grand-papa, ça serait un peu trop ancien, avec sa sœur. Et puis en 1978, le magasin va justement être vendu à l'Eube. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Bah là, c'est exactement un petit peu c'est un peu le tournant. C'est que mon père, qui travaillait dans les grands magasins Boule d'Or, a créé une boutique qui s'appelait Miss Boule d'Or dans les années, je crois, c'était dans 70 environ. Parce qu'il a envie d'être un petit peu pionnier dans la mode et il a commencé à importer de la mode anglaise parce que ça ne se faisait pas. Donc il a créé cette petite part dans le grand magasin. Et puis il a vendu pendant quelques années cette mode anglaise. Puis après, ça a passé à la mode américaine parce que c'était l'Amérique qui était là. Et puis... c'est là qu'il a décidé de créer l'Alabama. En fait, il voulait étendre son concept au magasin entier. Et puis c'est exactement ça. Les collaborateurs du grand-papa n'étaient pas tellement d'accord avec l'idée d'avoir cette mode nouvelle, plus jeune, voilà, etc. Ils voulaient faire un Alabama sur 4 étages. Et puis là, ils n'étaient pas vraiment d'accord. Et puis vu que mon grand-père voulait voulait le passer à mon père et à personne d'autre. Il a décidé de le vendre, quoi. Parce que mon père s'il ne pouvait pas faire l'Alabama sur 4 étages, il ne voulait pas reprendre le magasin. Du coup, il est allé justement là où on est maintenant, à la rue centrale. Et puis le vendre à sa fille, puisqu'elle avait aussi une fille, c'était exclu à la fin des années 70. On ne se posait même pas la question, je me suis posé la question, mais je ne sais pas. Et alors, le magasin va s'appeler donc Alabama Trading Post. Pourquoi le nom ? Alors, Alabama, il voulait un nom qu'on puisse prononcer en italien, en suisse allemand et en français, un peu la même chose. Donc, c'était la mode américaine, Alabama, ça se prononce la même chose. Et Trading Post, c'est simplement un petit rajout pour cette Amérique, où les Trading Posts, c'est là où on faisait du trade, justement, où on allait amener des choses et puis on pouvait repartir avec quelque chose d'autre à l'époque, des cow-boys. Votre papa est un fan de skateboard. C'était la grande mode à un moment donné, aussi années 80. Et il va se mettre à vendre des planches. On voit une photo de vous d'ailleurs, skateboard. Et cette mode va influencer les vêtements aussi. Donc on commence à vendre des vêtements de sport. Vous êtes né dans cette famille de sportifs. Vous avez même traversé l'Atlantique en famille. Votre papa, c'est comme ça un peu une tête brûlée, peur de rien, quoi, en fait. Ouais, disons que c'est une tête brûlée, un innovateur. Il a plein d'idées et puis quand il a une idée, il la réalise en général. Donc voilà, le skateboard, c'était très tôt. Déjà, même quand dans les grands magasins Boule d'Or, ils avaient des skateboards. C'était pas des skateboards comme ça, c'était plutôt des skates où ils faisaient des descentes, la descente du chasseral avec plutôt des boards flex, slalom. Et puis après, dans les années, ça c'est une photo de 86, là, il y a eu, là on était déjà de nouveau à l'Alabama, là, il y a eu une grande vague de skate, et là, c'était le street skate et tout ça qui a commencé, et là, on avait vraiment dans l'Alabama, mais plein de skate. Et puis mon père, c'est clair, il s'est mis là-dedans, parce qu'il aimait tout ce qui était un peu surf, skate, et après il y a le windsurf qui est arrivé dans sa vie, quoi. Voilà, donc lui, il va fabriquer des planches de windsurf et tellement exceptionnelles qu'il va aller aux Jeux Olympiques avec. Ces planches vont être utilisées pendant 5 éditions des Jeux Olympiques. Là, on le voit en mer sur une de ces planches, j'imagine. Oui. Et puis à ce moment-là, alors...
le magasin Alabama va être géré beaucoup plus par votre maman. Voilà, c'était un peu le tournant. Quand le windsurf est arrivé, il s'est vraiment mis là-dedans. Il avait même un petit magasin en face de l'Alabama où il y avait des windsurfs qui a fermé ensuite. Puis il est allé un petit peu plus loin dans un atelier et puis il a commencé à shaper, donc à fabriquer des windsurfs. Et puis justement, comme vous dites, il l'a tellement bien fait qu'il a travaillé pour plein de marques, fait des planches pour les champions du monde qui venaient chez lui pour avoir ses planches. Pour mon frère, bien sûr, qui faisait du windsurf professionnel. Et puis là, depuis Pékin à Tokyo, ils ont pris sa planche. Enfin, il a dû faire une planche pour les Jeux Olympiques. C'est lui qui a fait la planche olympique. Au fait, c'était la dernière fois, cette année, ça sera la première fois qu'ils utilisent une nouvelle qu'ils ont arrêtée. Donc c'est le matériel qui a duré le plus longtemps des histoires de Jeux Olympiques. Alors, skateboard, windsurf et puis le snowboard, puisque vous allez devenir très bon en snowboard. Vous auriez pu devenir pro. Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire des mauvais choix de carrière. Mais pour finir, c'était un bon choix parce que là où je suis maintenant, je suis content. Et puis voilà, c'est du passé. Mais bien sûr, c'était une offre intéressante, mais je n'ai pas fait le bon choix. Je suis allé à la mauvaise place. Enfin, à la mauvaise question place. De sponsor. Oui, question de sponsor. C'est quand même resté un regret. Vous avez mis du temps pour digérer cette histoire? Oui, j'ai mis du temps pour digérer cette histoire. Et puis, mais peut-être justement, ça aurait changé totalement. Peut-être que je ne suis pas en train de travailler là-bas. Peut-être que ça aurait totalement changé ma vie. Pas forcément en mieux, parce que fin de carrière, en général, en snowboard, bon, encore en Suisse, on a encore pour le moment de la neige, donc je pourrais faire quelque chose. Mais par exemple, pour mon frère qui était windsurf professionnel, c'était pas facile de la fin de carrière, parce qu'en Suisse, le windsurf, les vagues, c'est pas Hawaï, donc il fallait trouver quelque chose à faire. C'était pas évident. Alors, vous avez donc décidé plus ou moins à ce moment-là d'entrer chez Alabama. C'est votre maman qui va vous former au métier. Et puis, vous allez apprendre avec elle à anticiper les tendances aussi. Il y a l'anecdote des sacs Freitag. C'est un bon exemple peut-être pour comprendre ce que ça veut dire, essayer d'anticiper les tendances, sentir quel article vendre, quand. Alors ma maman, c'est vraiment la base de l'Alabama, parce que justement, quand mon père est parti dans le windsurf, il a un peu arrêté l'Alabama, il était vraiment à fond dans ce windsurf, et c'est ma mère qui a repris le magasin, et puis au fait, le magasin, il est comme ça à cause de ma mère, en fin de compte. Et elle m'a vraiment appris à aller chercher des petites choses, à essayer de trouver des nouveautés, et puis les sacs Freitag, oui, à l'époque, c'était une copine qui était venue de Zurich avec un sac Freitag. Elle lui avait dit, oui, regarde, ça, c'est ces deux Zurichois qui, dans une cave, ils font des bâches, ils coussent, c'est super, c'est génial. Et puis là, c'était le début de l'époque d'Internet. Donc, elle leur avait concentré, puis je ne savais pas trop comment faire, mais elle leur avait écrit un email. Pour finir, il n'y a jamais eu de réponse, ça ne s'est pas passé, c'était dans des autres magasins, on ne l'avait pas. Et puis quelques années plus tard, on a enfin pu avoir Freitag, et puis on avait parlé avec les frères Freitag qui avaient retrouvé l'email. En fait. Et puis ensuite, vous avez pu vendre cet article, vous êtes les seuls en fait. Alors maintenant, oui, on est les seuls qui ont Freitag. Mais la concurrence est quand même rude, vous disiez, avec vos voisins, d'autres commerces, donc on s'observe, on pique parfois des idées d'articles qui se vendent bien. Après, on ne peut plus soi-même les vendre parce qu'il y a une exclusivité de l'autre côté. C'est un monde de requins, la vente. Vous le vivez comment, vous ? Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un monde de requins. Mais bien sûr, c'est logique. On va pas, ça ne sert à rien que tous les magasins vendent la même chose. Alors bien sûr, il y a des marques que des fois on voit qui sont vues par d'autres magasins, c'est logique. Et là, c'est clair, c'est le premier qui est dessus qui va l'avoir. Ça dépend après de la marque. Si la marque, ça lui est égal d'avoir deux magasins dans la même ville, il y a aucun problème. On va parler ensemble et puis voilà, ou peut-être faire des articles différents et ce genre de choses. Mais c'est clair qu'il faut être assez rapide et puis quand même des fois dire voilà, maintenant c'est moi qui ai cette marque, j'ai pas envie que l'autre à côté ou les grandes surfaces surtout. C'est plutôt les grandes surfaces qui viennent un petit peu regarder ce qui se passe dans les petits magasins et puis ils essayent un peu de piquer là et piquer là parce qu'en ce moment-là, c'est pas, ça marche pas super les grandes surfaces. Donc ils essayent un peu de se réinventer et puis des fois, c'est un petit peu embêtant pour nous parce que là, c'est clair, la marque, quand elle peut aller dans une grande surface, c'est un autre chiffre. Donc souvent, ils craquent. Et puis nous, on préfère les abandonner, on va dire, parce qu'on trouve pas cool qu'à l'Alabama, si on va à l'Alabama, on n'a pas envie de trouver la même chose qui est au Manor ou à Leub, quoi.
Et chez vous aussi, hein, tout va pas pour le mieux avec Alabama Sweet Home que vous avez créé il y a quelques années, où on vend des articles de décoration pour la maison et autres. C'est vraiment le Covid qui est à la base du problème. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est justement... Oui, disons, en tout cas avant le Covid, le magasin marchait bien. Et puis après, il y a eu le Covid, et puis maintenant, c'est un petit peu plus dur. Moi, je pense que pendant le Covid, les gens sont beaucoup allés sur Internet, c'est clair. Les habits, il faut les essayer. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas le pas. Puis alors là, si on parle d'écologie, hein, commander sur Internet et puis renvoyer pour brûler les habits, je pense que c'est encore alors mieux d'aller l'acheter dans un magasin. Mais voilà, dans les accessoires, les gadgets, on trouve un petit peu facilement partout, sur toutes les pages, surtout après, on peut avoir des prix moindres. Et puis, je pense que ça, c'était un tournant qui nous a fait assez mal, le Covid. Donc, vous l'avez vécu comment, vous, aussi psychologiquement? C'était lourd? Alors, psychologiquement, quand les magasins ont dû fermer, c'était assez lourd. Disons que j'étais bien sur mon petit balcon avec mon verre de pastis. Vous savez ce que vous me disiez aussi en préparant l'interview, il faut toujours savoir se réinventer. Et puis c'est ce que Alabama a fait quand même. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a l'impression que c'est une phrase un peu toute faite. Se réinventer, c'est simple. À la fin de l'année, c'est le 31, c'est la fête. Et puis après, on se dit, voilà, c'est une nouvelle année. Si on veut, on peut tout changer dans le magasin. Donc, on doit toujours être à l'affût des tendances, mais pas seulement de la tendance d'habits, de voir qu'est-ce que les gens, dans quoi on va partir, donc qu'est-ce qu'on peut amener de nouveau par rapport à... Comment on fait pour sentir ça? On observe. Oui, on observe. Moi, je crois aussi ça. Si on est au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, je pense même que ça vient tout seul, au fait. C'est un truc qui, après, on le sent ou on le sent pas. Hein. Il y a pas tout le monde sent la même chose. Dans les discussions mais depuis aussi. le temps qu'on est là-dedans, dans les discussions, de voir de ce genre de choses, nous, on le sent. Avec Julie, on le sent. Ça vient comme ça. Après, je dis pas qu'on fait tout juste non plus, mais on a un certain, avec l'écoute, un certain recul pour se dire tiens, ça pourrait être quelque chose. Ah oui, on pourrait commencer à se lancer là-dedans. Puis après, on le voit, c'est clair. Il y a aussi des autres gens qui y pensent, et puis ça commence à germer, et puis ça prend. Mais il faut être là au bon moment. Alors justement, là au bon moment aussi pour le régionalisme, puisque c'est ce que vous faites avec votre marque que vous avez développée avec un ami ici de longue date qu'on voit, Jacques. Vous avez créé une première marque à l'époque de vêtements et puis vous avez créé ensuite Chasseralo. Ouais. C'est l'article que vous vendez le mieux aujourd'hui à Alabama. Vous avez fait du Chasseral une icône. On peut quand même peut-être voir un tout petit peu le t-shirt. C'est E.T. qui est en train de monter au Chasseral. C'est Spielberg qui est venu faire E.T. au Chasseral, quoi. Alors c'est quoi cet amour du Chasseral? Alors l'amour du Chasseral, c'est déjà la photo qu'on a vue avant où je suis en snowboard. Moi, je suis né à No. Donc No, Chasseral. Si je vois pas le Chasseral, je pars à No. Donc moi, j'étais toute mon enfance là-haut. Lui... aussi, on va dire, vu qu'il faisait du snowboard avec moi à cette époque de sponsoring. Et puis on a décidé de créer une marque de t-shirts en 2006 parce que lui, il est allé à Berlin et puis on voulait pas se perdre de vue. Donc on a créé une petite marque et puis pour finir, un jour, on a fait un t-shirt du Chasseral et puis il a tellement bien marché que pour finir, on en a fait un deuxième, un troisième et puis nos t-shirts marchaient bien moins que ceux-là du Chasseral parce qu'il faut quand même dire, le Chasseral, c'est le point de la région, quoi. Qui c'est qui ne voit pas le Chasseral? On rentre de snowboard de n'importe où. Hackstatt, je suis monté, j'ai Heikenberg, qu'est-ce que je vois? Hop, le Chasseral en plein en face, on le voit de partout. Et puis c'est une montagne emblématique avec son émetteur. Donc on avait envie de promouvoir le Chasseral, mais quand même toujours avec ce petit truc de débilité, rigolote, voilà, pas seulement une petite tour. Et voilà, le but, c'est que ça soit drôle, le t-shirt. C'est de le mettre en avant en disant le Chasseral, c'est mieux que tout, quoi. Et puis un t-shirt est même maintenant dans les collections du Musée de la Communication. Une dernière question, vous espérez que vos filles reprendront Alabama? C'est une discussion? Non, pas pour le moment, non. C'est pas une discussion. Vous souhaiteriez que ce soit le cas? Pas forcément, je leur souhaite de faire ce qu'elles veulent et puis pas du tout qu'elles aient besoin de reprendre le magasin. Si elles ne vont pas le reprendre, il n'y a aucun problème. Pour moi, on verra ce qu'on fait avec, quoi.
En tout cas, merci Julien Bouldoir pour cette discussion et puis tout de bon pour la suite. Oui, merci à vous. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Time Tool After Work, le Business Talk. Merci de nous avoir suivis. Time Tool After Work. Der Business Talk ist präsentiert worden von Time Tool, die innovative Schweizer Online-Zeiterfassung für alle Branchen und Betriebsgrössen.